Comment des jeux vidéo comme Minecraft ou No Man's Sky réalisent la prouesse de générer un nombre quasi infini de mondes tout en donnant l'impression que chacun était minutieusement préparé par un développeur. C'est varié avec différents biomes, des grottes ou des lieux spécifiques comme des donjons, mais ça reste cohérent. Le plus fou, c'est que tout ça est généré par des algorithmes, grâce à ce qu'on appelle la génération procédurale. Vous en avez peut-être pas entendu parler, pourtant c'est dans absolument tous les jeux vidéo dans une certaine mesure. Avec Vince, qui est spécialiste de cette technologie dans un studio de jeux vidéo, on va comprendre comment ça fonctionne et les possibilités folles que ça offre. C'est quoi concrètement le problème de la modélisation de monde? Pourquoi le concept de monde généré intrigue à la base? Je vais grossir le trait, mais c'est entre guillemets facile quand tu as les compétences de venir et de faire un monde. Ça va être facile par exemple pour quelqu'un qui sculpte de faire un sculpte d'argile une fois qu'il maîtrise son art, son process, etc. Là ça va aller. Mais l'idée après c'est ok, comment est-ce que tu vas programmer ton robot pour qu'il sculpte pour toi? Et c'est là où en fait tu dois vraiment rajouter une couche d'abstraction sur toutes les connaissances que tu as personnellement et amener ça pour que ce soit l'ordinateur qui le fasse à ta place. Ce que tu veux dire, c'est que par exemple, là où traditionnellement, n'importe qui a un peu l'habitude de créer un monde va, je sais pas moi, te générer une mer qui est un peu sympa, qui a une forme intéressante et qui rend bien quoi dans un jeu. Il va avoir cette intuition-là de c'est quoi une jolie mer, par exemple. Ouais, exactement. Toi, en tant que développeur qui fait de la génération procédurale, tu dois arriver à rationaliser les décisions intuitives d'un game designer, en fait. C'est exactement ça, ouais. Donc, mettons là, ce que je veux créer, justement, c'est la forme du sol. J'imagine c'est un truc un peu classique. C'est quoi les étapes? C'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière la magie? Alors, la toute première étape, c'est on va travailler sur du bruit, du noise, et on a plusieurs algorithmes qui existent depuis plusieurs années pour générer différents types de noise. Donc, tu vas avoir le plus connu et l'un des moins chers, je pense, c'est le Perlin Noise. Chaque pixel va avoir une valeur entre 0 et 1, globalement. Donc 0 c'est noir, 1 c'est blanc. Et tu vas avoir des algorithmes qui vont calculer des dégradés de pixels en fonction des pixels voisins, etc. Et donc là, on voit que déjà dans cette situation, ce n'est pas le simple bruit, c'est pas la neige de ta télé. Tu vois, on voit qu'il y a déjà une forme de cohérence dans pas de le random. Il y a un petit côté organique. Exactement. Et donc ça, c'est l'un des plus simples qu'on peut utiliser. Après, on va avoir les cellulars, par exemple. Les cellular noise, c'est des bruits où, globalement, ils portent bien son nom, ça va former des cellules. Et donc, en fait, tu vas avoir le cœur de ta cellule qui a une certaine couleur, elle va avoir une petite frontière, et elle va avoir des frontières avec les voisins. Juste pour comprendre, ça, c'est pas des bruits que tu vas télécharger en image sur Internet, c'est vraiment quelque chose qui se génère mathématiquement. Ah ouais, ça se génère mathématiquement, il y a des algorithmes et tout, les bruits de Perlin, les bruits... Donc en fait, quand tu dis que tu utilises du bruit de Perlin, tu n'utilises pas une image qui va être la même pour tout ton monde ou qui va être la même pour tous les développeurs, c'est vraiment chaque nouvelle génération de ton bruit de Perlin va être unique. C'est ça, ouais. En gros, on va partir d'un monde où je vais éviter tous les cas particuliers avec les grottes et les trucs comme ça. On va rester sur un monde plat sur lequel tu peux changer ton élévation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une height map, une map d'élévation, une map de hauteur. Et en fait, c'est une map en noir et blanc. Et en fait, tu vas tout de suite voir tout ce qui est noir, c'est ce qui est assez basse élévation, et tout ce qui est blanc, ça va être le pic des montagnes. Et après, ce qu'on va faire, c'est que sur notre sol, on va imaginer que c'est un drap. Pour l'instant, on va rester simple, on va juste prendre la surface du monde. Et ce qu'on va dire, c'est en 3D, sur ton axe Z, donc ton axe d'élévation, au plus le pixel correspondant à cette coordonnée 3D est blanc, au plus ton point est haut. Et du coup, là, tu te retrouves tout de suite à transposer de 2D à 3D ce fameux noise qu'on a utilisé à la base pour avoir une sorte de topologie qui va être assez intéressante. Donc ça, c'est juste pour la partie surface. Et là, à ce niveau-là, tu vas avoir un sol avec telle élévation qui va être plus ou moins plat en fonction de tes réglages de base. Et l'idée après, c'est d'avoir des noise comme ça qui vont... Nous, on va multiplier entre eux. Et donc comme ça, tu vas avoir plusieurs couches de bruit qui vont se faire. Comment tu vas mathématiquement multiplier tes différents noise va te donner X ou Y topologie. Donc est-ce que je suis plus sur des trucs de montagne? Est-ce que je suis plus sur des vallées? Est-ce que je suis plus sur des canyons? Des trucs comme ça. Et après, une fois que tu as ton algorithme qui est capable de... Je prends un nombre en entrée qui va être par exemple un seed. Donc la seed, c'est la graine. C'est un peu le point de départ dans ton algorithme qui va te permettre d'avoir X ou Y variation de ton noise. Je fais ma petite popote magique mathématique. Et ce qui va ressortir de ça, ça va être une map qui représente ta topologie
en fonction des réglages que tu as fait. Et après, tu auras beau tout le temps mettre n'importe quel seed en entrée, tu auras toujours Résultat cohérent. un résultat déjà cohérent, mais qui se ressemble. Ah oui. Et donc, si par exemple, tu veux un algorithme qui te fait des montagnes, ce sera pas le même algorithme que celui qui te fera des plaines, ou des vallées, ou des canyons, etc. Et en fait, ça va surtout être dans ton algorithme, comment tu fais des opérations entre tes différents bruits qui va te permettre d'avoir X ou Y résultats en sortie. Le plus simple, je pense, à imaginer, c'est mathématiquement, on va prendre des couches. On va prendre des couches et on va dire, OK, j'ai fait sur mon monde, on va prendre un monde de 10 km par 10 km, comme ça c'est assez simple, c'est un carré, et je vais avoir une couche invisible qui est une plaine. C'est une plaine infinie. Je vais avoir une autre couche, c'est montagne infinie. Je vais avoir une autre couche, c'est océan infini, etc. Et après, ce qu'on va faire, c'est du masking. Ah. Donc, globalement, on va dire, OK, en fait, à cet endroit-là, je vais prendre la couche 3 qui correspond aux montagnes. À cet endroit-là, je vais prendre la couche 2 qui correspond aux vallées. Ah, c'est super intéressant. Et du coup, et le pire, c'est que ce masque vient lui aussi d'un bruit. Ok. Parce que là, typiquement, on a parlé du bruit de Perlin, mais Ouais. tu as mentionné cet autre bruit avec des cellules. Ouais. Celui-là, il est typiquement utilisé pour produire quel effet, justement? Tu pourrais utiliser celui-là pour choisir X ou Y biome, par exemple. Et donc, tu as une cellule qui va correspondre à telle valeur numérique, et cette valeur numérique, on va aller chercher le calque numéro 2. Et c'est comme ça que quand tu dézoomes, tu vas voir en fait des petits ronds l'un à côté de l'autre, qui vont être biome forêt, biome plaine, biome ceci, biome Et où il ça. n'y a pas ce côté un peu quadrillage ou un truc comme ça. Exactement. En fait, à chaque échelle, donc microscopiquement, ton sol, il est géré Mhm. par un bruit, mais même plus macroscopiquement, tes zones, elles sont générées par des Exactement, bruits, ouais. etc. Pour l'instant, typiquement, on a toujours parlé d'un monde un peu simpliste, entre guillemets, à la Minecraft, etc. Comment gérer des biomes, des trucs comme ça. Et encore, il y a même pas de grotte, comme tu disais. Et tu as un exemple qui est intéressant, c'est celui d'une falaise. Ouais. J'ai du mal à savoir exactement comment on passe du bloc indéterminé à une magnifique falaise ultra satisfaisante à la fin. Hmm. En gros, l'idée de ce cube avec cette falaise-là, c'était pas vraiment la partie 2D. Là, c'est plus comment la génération procédurale va pouvoir simplifier le travail de nos artistes pour éviter que, par exemple, si on prend l'exemple de, je suis un artiste 3D spécialisé dans le foliage, moi, mon travail, c'est faire des forêts. Si, je sais pas, moi, je travaille pour X ou Y Studio, ils me demandent de faire une forêt de 5 hectares, et je vais pas aller poser à la main chacun des arbres un par un. Je vais avoir des outils procéduraux qui vont me permettre de dire, OK, là où je choisis de peindre, moi, à la main, le biome, par-dessous, je vais faire une couche de X ou Y calculs qui m'ont permis de faire de la génération de forêt. Donc là, l'exemple qu'on voyait ici avec le canyon, la falaise, c'était un outil, donc on appelle ça Houdini, c'est un outil de modélisation qui est très focus sur la génération procédurale, qui prend beaucoup de maths, etc. Où en gros, ce qu'on lui demande, c'est prends un cube. Autour de ce cube, tu vas poser d'autres cubes, plein de petits cubes selon certaines logiques. Donc là, c'est ce qu'on voit. Et puis après, ces cubes, tu vas les déformer un peu. Tu vas rajouter un peu de chanfrein, tu vas adoucir l'ensemble, etc. Et c'est comme ça que tu te retrouves au lieu de faire l'équivalent de numériquement, je prends un gros bloc de clé d'argile et je vais le sculpter dedans, on peut avoir des rendus équivalents juste mathématiquement.